Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, nous sommes réunis ici et aujourd'hui parce que le gouvernement a engagé sa responsabilité conformément à l'article 49.3 de notre Constitution et que 2 groupes d'opposition ont répondu par le dépôt d'une motion de censure. C'est l'équilibre même de nos institutions qui est ici pleinement respecté. C'est la force même de nos institutions d'avoir pensé cette pondération. Nous sommes collectivement dépositaires d'un héritage, la Constitution de la Ve République. Avec l'ensemble des députés du groupe Renaissance, nous nous inscrivons dans cette fidélité. Fidélité au subtil équilibre des pouvoirs que notre texte fondamental pose. Un président légitime, un gouvernement qui a les moyens d'agir, une Assemblée nationale ayant la capacité à légiférer en toute liberté. Voilà le cadre. Voilà notre cadre commun. Notre équilibre institutionnel est clair. Il n'y a ni déni de démocratie, ni passage en force. Il y a d'un côté le refus du blocage et de l'enlisement pour donner un budget à la France. Et de l'autre, il y a une réponse politique, ou plutôt des réponses politiques, aussi disparates que le sont vos groupes de la part des oppositions. Ces motions de censure, c'est votre droit et votre choix, et nous verrons ce soir, par le vote souverain des députés, si ces réponses sont majoritaires ou minoritaires. La question que nous devons dès lors nous poser est simple. Cette situation était-elle évitable? Depuis plusieurs semaines, nous entendons sur les bancs de cet hémicycle que le gouvernement a voulu amputer le débat démocratique, que le débat n'aurait pas eu lieu, que la démocratie aurait été mise au placard. Aucun député de l'opposition n'a eu l'honnêteté de reconnaître que oui, nous avons échangé, nous avons débattu, nous avons travaillé, nous avons amendé pendant près de 60 heures de débat en hémicycle. En clair, nous avons fait notre travail, nous avons légiféré. Aucun député de l'opposition n'a surtout dit qu'il serait prêt à voter le budget, même si celui-ci était revu et amendé. Vous avez même, et tous, et par anticipation, dit que vous vous opposeriez à ce budget. C'était le cas de Jean-Luc Mélenchon et de l'extrême gauche. Dès fin août, vous avez annoncé que vous ne prendriez pas part au débat et dès la présentation de notre budget fin septembre, c'est bien vous, au sein de la France insoumise, qui appeliez, je cite, à voter l'ensemble des motions de censure qui seraient déposées sur le budget. Et aujourd'hui, vous êtes entendu par l'extrême droite qui votera votre motion de censure. C'était aussi le cas fin août des Républicains, et notamment de Laurent Wauquiez, qui, sans laisser de place au doute, mettait en garde ses collègues députés. Il y a des symboles forts qui placent un élu dans la majorité ou dans l'opposition. C'est le cas du vote du budget. Et même son de cloche pour l'extrême droite, puisque vous avez même refusé de prendre part aux discussions engagées lors des dialogues de Bercy. Allons désormais plus loin. Cette situation sera-t-elle amenée à se répéter sur les autres textes budgétaires? Sortons des faux-semblants et du jeu de dupes qui fatigue et lasse les Français qui n'ont pas leurs yeux braqués sur notre hémicycle. La réponse est claire. Nous ne serons jamais du côté du blocage. Nous continuerons à débattre. Nous permettrons que des propositions issues des oppositions puissent être adoptées à l'unanimité, comme nous l'avons fait pour la demi-part des veuves des anciens combattants ou pour la protection de nos agriculteurs. Et nous demanderons évidemment au gouvernement d'entendre ce qui fait consensus ici pour démontrer aux Français la force et l'utilité du débat parlementaire. Et donc d'intégrer à sa copie finale ces compromis. C'est ce qui a été fait par la Première ministre. Mais soyons aussi clairs. Qu'ont apporté au débat parlementaire les oppositions? La première réponse est sans appel, 8 milliards. 8 milliards de dépenses supplémentaires. En ayant examiné seulement un tiers de vos propositions, ce sont déjà 8 milliards de dépenses supplémentaires que vous avez votées. 8 milliards de dépenses supplémentaires financées comment? Par de la dette ou de l'impôt supplémentaire sur les Français. À cela, nous sommes clairs.
Nous répondons par la cohérence d'une politique économique et fiscale que les Français nous ont demandé de poursuivre. Ni dette, ni impôts supplémentaires, ni taxes supplémentaires. Une politique économique qui a fait ses preuves. Pour la 3e année consécutive, nous sommes le pays le plus attractif pour ces investissements. Ce sont ces investissements qui ont permis de créer plus de 180 000 emplois en 4 ans, de relocaliser les industries avec près de 100 000 emplois créés et confortés. Une politique pour l'emploi et la formation des jeunes, avec le plan Un jeune, une solution, qui a permis à près de 4 millions d'entre eux de trouver un emploi, un apprentissage, de la formation et l'accompagnement nécessaire. Une politique économique résolument engagée pour le plein emploi et qui permet d'avoir le taux de chômage le plus faible depuis 15 années. Et oui, ne vous en déplaise, une politique économique qui permet de rétablir les comptes publics. Nous avons un objectif clair, rétablir les 3% d'ici à 2027 pour commencer à rembourser notre dette dès 2026. Et enfin, une politique économique qui est aussi un enjeu de justice, comme nous le faisons sur la contribution qui va s'appliquer aux profits exceptionnels des énergéticiens en Europe. Notre réponse est européenne et c'est ainsi qu'elle est cohérente et puissante. Cette contribution sera prélevée directement par chaque État membre sur les activités qui ont lieu sur son propre territoire. Nous avions déjà des dispositifs qui permettaient de mettre à contribution les profits exceptionnels de l'électricité. Le dispositif européen permet de l'amplifier et de récupérer 7 milliards d'euros supplémentaires. Votre première réponse, c'est donc celle de l'irresponsabilité. Quelle autre réponse les oppositions ont-elles apportée ? Celle de l'incohérence, ou plutôt si, un seul arbitre de votre cohérence, des alliances de circonstances dont l'unique but est de faire chuter le gouvernement et la seule majorité existante dans cet hémicycle, la majorité présidentielle. Alors, il n'y a en vérité que 2 options. Soit vous êtes une majorité, et alors dites aux Français que vous portez le même projet, dites aux Français que vos options politiques sont équivalentes, que tous ici, vous feriez une grande coalition de l'extrême droite à l'extrême gauche, de la gauche de gouvernement à la droite républicaine. Dites aux Français que vous seriez prêts à gouverner ensemble dans un même gouvernement. Ou alors, si vous refusez cette option, admettez l'évidence qui s'impose. Ces alliances sont contre nature et il n'y a pas de majorité alternative à la seule majorité cohérente et de projet, la majorité présidentielle. Alors au final, pour ou contre quoi vous prononcerez-vous ce soir? La question n'est pas celle de la durée de nos débats, du moment que le gouvernement a déterminé pour engager sa responsabilité. La seule question, c'est ce que contient ce budget. Alors voterez-vous pour ou contre? Voterez-vous pour ou contre une école de la réussite, avec des enseignants qui gagnent plus et qui ne débutent pas leur carrière à moins de 2 000 € net par mois? Pour ou contre la création de 4 000 postes d'AESH pour les familles qui les attendent? Pour ou contre 3,5 milliards d'aides en faveur de l'alternance? Pour ou contre une justice avec plus de moyens, plus de magistrats, plus de greffiers? Voterez-vous pour ou contre la construction de 15 000 nouvelles places de prison? Voterez-vous pour ou contre la hausse de 8% des crédits alloués à la justice pour la 3e année consécutive? Voterez-vous pour ou contre les 660 millions d'euros consacrés aux frais de justice visant le renforcement de certaines politiques fiscales, notamment les violences intrafamiliales? Pour ou contre le soutien à nos collectivités territoriales? En 2023, après une baisse de 11 milliards d'euros entre 2013 et 2017, la DGF non seulement ne baisse pas pour la 6e année consécutive, mais augmente de 320 millions d'euros.
Voterez-vous donc pour ou contre cette hausse historique? Voterez-vous pour ou contre des services publics toujours plus proches des citoyens, avec une augmentation historique des effectifs en préfecture et en sous-préfecture? La sous-préfecture de Châton-Gautier, vous l'avez fermée, nous la rouvrons. La sous-préfecture de Clamecy, vous l'avez fermée, nous la rouvrons. Voterez-vous pour ou contre l'augmentation de 15% du budget consacré à la transition écologique? Pour ou contre la rénovation énergétique des bâtiments, le maintien des aides à l'acquisition des véhicules moins polluants, le développement des transports en commun, le déploiement du plan vélo? Voterez-vous pour ou contre la hausse de 2,3 milliards d'euros de ma prime Rénov'? Voterez-vous enfin pour ou contre la création de 3 000 postes supplémentaires de policiers et de gendarmes? Pour ou contre 200 nouvelles brigades de gendarmerie dans nos territoires ruraux? Voilà la seule question qui est posée. Si vous adoptez cette motion de censure, voilà ce contre quoi vous voterez. Vous voulez vous y opposer, c'est votre droit. Mais alors, que les Français le sachent, nous serons au rendez-vous du débat, au rendez-vous de la responsabilité, au rendez-vous de la cohérence, au rendez-vous de la démocratie, au rendez-vous de la vérité. Et oui, nous continuerons. Merci beaucoup.